Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube et sur le Facebook Live de la DG2E pour cette table ronde autour de l'école et la justice. Nous nous appuierons sur ce film qui est produit par l'Autonome de solidarité laïque sur la reconstitution d'un procès qui amène une affaire entre un parent d'élève et une enseignante, ou plus exactement une conseillère principale d'éducation. Ça nous permet de remercier d'ores et déjà le président de l'ASL, Vincent Bouba, Jacques Dallest, qui est le procureur général de la Cour d'appel de Grenoble, et Pascal Vernet, qui est première présidente de la Cour d'appel de Grenoble, qui ont bien voulu nous rendre accès à ce film afin que nous puissions avoir ces échanges. Le débat sera organisé de la manière suivante. Il y aura des clips de quelques minutes et nous pourrons réagir avec nos invités que je vous présente aujourd'hui. Tout d'abord, monsieur le bâtonnier Francis Lec, avocat à la Cour, ancien bâtonnier de l'Ordre, avocat Conseil national de l'Autonome de solidarité laïque. Ensuite, madame le substitut du procureur de Papeete, Audrey Gambin. Merci de votre présence. Monsieur Stéphane Leray, secrétaire général du vice-rectorat de Polynésie française, bonjour. Et monsieur Éric Tournier, directeur général de la DG2E et inspecteur général. Vous aurez la possibilité de pouvoir poser toutes les questions que vous inspireront les vidéos, mais aussi les réactions de nos invités. Nous allons passer au premier clip. Ce premier clip qui est issu du film s'attarde sur les faits qui sont constitutifs de cette affaire. Donc c'est finalement la présentation de Madame Delphine Humbert, qui est la magistrate en charge de cette reconstitution. Je vous laisse regarder ce clip et nous revenons vers vous pour le débat. Bien, monsieur Madura, vous voulez vous lever, s'il vous plaît? Donc, vous appelez Pierre Madura, vous êtes né le 10 mars 1981 à Amiens. Oui. Vous demeurez 5 avenue de Paris à Bobigny, vous êtes de nationalité française, vous avez indiqué d'être marié et actuellement sans emploi. C'est ça. Bien. Vous comparaissez, monsieur, selon la procédure de comparution immédiate, pour avoir, à Créteil, le 23 septembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps, n'emportant pas prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 15 jours, sur la personne de Martine Durand, en l'espèce en lui portant plusieurs coups au visage, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un membre du personnel travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, en l'espèce s'agissant d'une conseillère principale d'éducation au collège Arthur Rimbaud, alors que sa qualité de CPE était apparente. Monsieur le bâtonnier, vous me faites grâce de la lecture des articles du Code pénal. Tenu pour lui. Tenu pour lui, merci. Vous êtes également prévenu, monsieur, et poursuivi pour avoir exercé des violences volontaires sur un mineur de 15 ans par un ascendant, vous, donc d'avoir à Créteil, toujours le 23 septembre 2019, selon les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement exercé des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de Florian Madura, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans, pour être né le 30 avril 2005 et par un ascendant légitime, en l'espèce vous, qui êtes son père. Bien, alors monsieur Madura, vous comparaissez donc selon la procédure de comparution immédiate. Comme la loi vous y autorise, vous avez la possibilité d'être jugé aujourd'hui ou à l'inverse de solliciter un délai, le temps de préparer votre défense. J'imagine que vous êtes entretenu, monsieur le bâtonnier, avec votre client. Oui, madame la présidente, nous avons effectivement eu le temps de préparer notre défense, de consulter le dossier et nous sommes à la disposition du tribunal pour y être jugé à cette audience. Merci. Alors, avant de commencer l'instruction de ce dossier, monsieur Madura, vous avez, durant cette audience, la possibilité de répondre aux questions du tribunal, de faire des déclarations également volontaires, mais vous avez également la possibilité de vous taire et il ne vous en sera pas tenu rigueur. Alors, sur les faits qui nous occupent, monsieur, vous êtes poursuivi pour avoir commis des violences volontaires sur la CPE de votre fils. À l'occasion, et vous allez nous en dire un peu plus, à l'occasion, ou en tout cas à la toute fin d'un conseil de discipline qui avait lieu dans le collège, et également brutaliser, ou en tout cas donner une gifle, très clairement,
à votre fils, toujours dans la même période de temps, alors que vous sortiez de ce conseil de discipline. Avant de vous poser des questions sur les faits, Monsieur Madura, est-ce que vous avez des indications à donner au tribunal sur votre situation de famille, votre situation personnelle? Dans cet établissement, il y a mon fils qui a été catalogué comme un enfant qui ne voulait pas travailler. Alors, il y a eu enfin du moins c'est ce qu'on m'a dit, il y a eu un conseil de discipline et pendant le conseil, j'ai appris aussi qu'il était classifié comme perturbateur. Donc voilà, le conseil a eu lieu parce que d'après les gens de l'école, mon fils a été retrouvé avec un téléphone portable mais avec deux de ses copains qui n'étaient pas à lui. Et du coup, il voulait le virer pour complicité de vol. Donc moi, sur le coup, oui, ça m'a énervé. Je comprends pas. Voilà. Donc ils m'ont clairement dit, c'est bon, il est viré pour ça. Il a 12 ans, on lui laisse pas une seconde chance ni rien, donc ça m'a pris, quoi. Alors pendant qu'il délibérait, j'ai préféré attraper mon gamin et dire que on s'en allait, sans écouter. Ils avaient déjà rendu leur décision, non? Ils étaient encore en train d'en discuter, mais ils avaient l'air décidés, donc ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc j'ai pris mon gamin et on est parti. Et c'est en sortant, pour se dépêcher, je prenais mon gamin par le col. Et en sortant, j'ai vu les personnels de l'école arriver, ils étaient 7 ou 8 autour de nous. Donc moi, dans la panique, j'ai essayé de récupérer mon gamin. Je leur ai dit de le laisser tranquille, d'arrêter de faire leur cirque, là. Et je leur ai répété que ça servait à rien Enfin, que c'était pas normal qu'ils ne donnent pas un dernier sursis à mon fils. C'est une complicité, c'est pas avéré, on ne sait pas si c'est lui qui l'a pris, ce téléphone-là. Donc après, je me suis libéré, j'ai pris mon gamin, on est parti. Et vous avez compris, donc il y a deux faits de violence qui vous sont reprochés. Il y a la gifle sur votre fils, et il y a également la bousculade ou Est-ce qu'il y a eu une bousculade ou un échange de coups avec le personnel quand vous êtes sortis Oui, il y a eu bousculade, d'accord. C'est pendant que j'essayais de récupérer mon fils. J'étais tous autour. Voilà, il y a eu bousculade. Par contre, j'ai bien vu une personne de l'établissement tomber, mais j'y suis pour rien. J'ai pas donné de coups. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous venez de participer à la première séquence du procès. Vous avez remarqué qu'il s'agit d'une procédure de comparution immédiate, qui est décidée en cas d'urgence par le procureur de la République, au lieu d'être renvoyé à plusieurs mois devant la même juridiction. Cette procédure est actuellement utilisée par les parquets en cas de violence conjugale ou de manifestation interdite ou encore d'outrage et de violence à l'égard des forces de l'ordre. Le prévenu peut demander à ce moment-là un délai de plusieurs jours, notamment 15 jours, pour préparer sa défense, et l'affaire est alors renvoyée. Le tribunal, décidant si l'intéressé, à ce moment-là, doit être maintenu en détention ou pas. Le tribunal demande, comme vous l'avez constaté, si le prévenu souhaite être jugé immédiatement, ce qui a été le cas dans notre affaire, dans notre procès, après que son avocat ait été entendu. Après l'exposé des faits, à la diligence de la présidente du tribunal, le prévenu est entendu pour qu'il s'explique sur les infractions qui lui sont reprochées. C'est un moment important. Vous avez noté que le procureur de la République, les parties civiles ou l'avocat de la défense peuvent poser des questions par l'intermédiaire de la présidente ou directement, ainsi que les deux juges qui accompagnent la présidente du tribunal. Bien, donc vous avez pu voir effectivement l'exposé des faits que nous avons raccourci évidemment, qu'on a limité à l'essentiel. Et on peut remarquer effectivement que la décision du parquet est de décider une comparution immédiate. Donc je me permets, Madame le substitut, de vous demander dans quelles conditions le parquet décide à un moment donné de cette comparution immédiate.
Donc en fait, la décision de l'orientation de la poursuite et notamment la manière dont le dossier va être jugé à l'audience, selon la procédure éventuellement urgente dite de comparution immédiate, se fait lors des comptes rendus par les services de police ou de gendarmerie dans le cadre des gardes à vue. Donc effectivement, une comparution immédiate ne peut faire suite qu'à une situation de garde à vue des auteurs d'infractions et uniquement pour les faits commis en flagrant délit lorsque la peine encourue est d'au moins 6 mois de prison et pour les faits et pour les enquêtes dans le cadre préliminaire lorsque la peine encourue est d'au moins 2 ans. La comparution immédiate est privilégiée en fonction de la nature des faits et de la personnalité de l'auteur, donc notamment s'il y a un récidive légal, mais on peut aussi envoyer des personnes qui ne sont ni en récidive, voire qui n'ont pas beaucoup de condamnations au casier judiciaire, voire pas au casier judiciaire, lorsque les faits sont d'une particulière gravité, mais ne nécessitent pas des investigations plus longues. Et c'est notamment utilisé effectivement dès lors qu'il y a une atteinte à une autorité, atteinte aux forces de l'ordre, mais aussi atteinte au personnel de l'éducation nationale. Alors pas pour les mineurs, parce que la comparution immédiate est prévue exclusivement pour les majeurs. Il y a d'autres types de procédures de jugement rapide pour les mineurs, mais qui ne sont pas exactement la comparution immédiate. Merci. Monsieur le directeur général, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une procédure en cours, une procédure judiciaire. Est-ce que cette procédure judiciaire va neutraliser finalement la procédure disciplinaire à l'intérieur de l'établissement scolaire ? Non, elle ne va pas la neutraliser. Ce sont deux procédures qui doivent se dérouler chacune de leur côté. Bon, en l'occurrence, il y en a une qui s'est passée avant l'autre, mais elle pourrait se passer de façon totalement concomitante. Et puisqu'on parle ici de justice, il faut peut-être préciser qu'un conseil de discipline ne se tient pas hors des règles de la justice. Un conseil de discipline obéit à des principes généraux. Et ces principes généraux sont nécessairement respectés. Si jamais ils n'étaient pas respectés d'ailleurs, les parents et les élèves majeurs ont le droit d'une procédure d'appel devant le recteur d'académie ou en Polynésie devant la ministre de l'Éducation. Les droits de la défense sont forcément respectés, autrement dit, l'élève peut être défendu par des camarades, par des témoins, éventuellement d'ailleurs par un avocat, si la famille souhaite qu'un avocat soit présent. Le contradictoire donc peut s'opérer. Les sanctions qui peuvent être prononcées par le conseil de discipline sont forcément légales, autrement dit conformes au règlement intérieur de l'établissement, règlement intérieur qui explicite quel type de sanctions peuvent être prises. Et là, par exemple, pour un vol, puisque ce jeune garçon est accusé d'avoir commis un vol, une sanction de type exclusion définitive n'est pas étonnante. Le conseil de discipline doit aussi veiller à ce qu'il y ait proportionnalité entre l'acte commis et puis la sanction qui sera prononcée. Le conseil de discipline doit aussi veiller à ce que la sanction soit éducative, a fortiori comme c'est le cas ici avec un jeune garçon, un collégien. Et puis enfin, parce que c'est peut-être une question qui pourrait être abordée, le père nous dit que son fils a été pris avec deux autres garçons. Il faut savoir qu'un conseil de discipline ne peut prononcer que des sanctions individuelles, bien évidemment. Et s'il y avait donc plusieurs complices, eh bien, il y aurait forcément des sanctions individualisées prononcées contre chacun d'entre eux. Je vous remercie. On va passer désormais au deuxième clip qui est le témoignage de la victime. Ça sera intéressant de voir justement comment les faits se confrontent entre ce que peut dire l'accusé mais aussi ce que peut dire la victime. Donc on vous propose cette deuxième vidéo sur le témoignage de la victime qui vient à la barre. C'était donc un conseil de discipline pour 3 élèves ce soir-là, donc le 23 septembre. Et le deuxième conseil de discipline était pour Florian Madura. Et Florian Madura, suite au vol fait avec 2 de ses camarades pour un portable avec violence et préjudice sur un autre camarade, Madame Chaland, le principal, avait décidé donc l'exclusion de cet élève. Et le conseil de discipline, après avoir entendu Florian, son père était présent à ce moment-là, puisque le conseil se passe avec tout le personnel qui était présent ce soir-là,
Eh bien, même si Florian s'est expliqué, c'était bien de décider que la sanction était l'exclusion définitive de cet élève. À l'issue de ce vote, puisque au moment du vote, on fait sortir le père et l'élève, ils sont revenus, on leur a annoncé ce qui s'était passé et ce qu'on avait voté. Et là, Monsieur Madura a très mal pris ce qui était dit, n'a pas souhaité écouter jusqu'à la fin ce qu'on lui annonçait. Il s'est levé, énervé, a dit à son fils de sortir. L'habitude, la procédure, c'est que nous accompagnons Madame la principale et moi en tant que CPE, on accompagne la famille à la porte du collège. Et là, j'ai donc suivi. Une fois que le père s'est retrouvé dans le couloir avec son fils, il lui a mis une gifle très violente qui a fait trébucher Florian. Et en voulant protéger Florian, les coups qu'il venait de donner déjà à son fils, des coups de pied et des coups de poing, j'ai pris aussi les coups pour protéger ce jeune qui était en train de recevoir des coups de son père. Et après, je me suis mise à crier. Les collègues sont venus me soutenir, ou plutôt essayer de nous séparer tous. J'ai l'impression que ça a peut-être duré 10 minutes, mais j'ai l'impression que ça a duré très longtemps. Je suis blessée à la main, puisque en tombant, je me suis fait mal à la main. J'ai le nez partiellement cassé. J'ai pris des coups au visage. Et voilà, je suis assez abattue. Je suis même peut-être traumatisée. Je suis pas peut-être, je suis traumatisée de ce qui se passe. Je revis ça toutes les heures et je n'ai rien ajouté. Voilà ce qui s'est passé. Bien, pour le tribunal, donc madame, vous avez été vue par l'Institut médico-légal et votre certificat médical fait état donc de douleurs au membre supérieur droit. Hein, c'est votre bandage, j'imagine. J'ai un arrêt de travail de 15 jours. Nez cassé et une entorse au poignet. Oui. Traumatisme d'angoisse. Oui. Indique le médecin. Et lequel a évalué la période d'incapacité totale de travail à 15 jours. Madame le conseiller principal d'éducation, vous confirmez que vous avez vu Monsieur Madura frapper à coups de pied et à coups de poing son fils? Je confirme, je suis sortie en même temps que lui et il y avait cet escalier et quand Florian est tombé, il a commencé après, il a enchaîné avec ses coups de pied, ses coups de poing et je me suis interposée entre les deux. Et pourtant, Florian parle d'une seule gifle. Florian parle d'une seule gifle. Merci. Bien, effectivement, nous avons pu écouter le témoignage de la victime. La première question que j'ai envie de poser au bâtonnier Lex, c'est on est un petit peu étonné de voir cette fonctionnaire qui est donc touchée, à la fois physiquement mais aussi moralement. Pourquoi on est obligé dans un tel procès de lui demander de revivre ou de retémoigner? Je suppose qu'elle a fait une déposition à la police ou à la gendarmerie. Pourquoi on a cette nécessité de la refaire témoigner? C'est toujours, monsieur le directeur, un témoignage important parce que quand vous avez un inculpé qui conteste les faits, le magistrat et les magistrats doivent avoir le témoignage des faits réels tels que la victime les a ressentis. Et je dois dire que dans tous ces faits-là, les enseignants qui nous écoutent doivent savoir qu'il faut réunir le maximum de témoignages, car le témoignage est essentiel dans ce domaine-là. Donc par conséquent, il est logique qu'on entende la victime qui aussi exprime son émotion, qui exprime son inquiétude face aux violences scolaires. Deux petites précisions par rapport à ce film. On vous a parlé tout à l'heure de comparution immédiate. En fait, dans le film que nous avons reproduit, la comparution immédiate n'était pas prévue. Mais au fond, nous l'avons introduit parce que nous espérons que les saisines des tribunaux en matière de violence scolaire aille beaucoup plus vite qu'actuellement. Bien souvent, une plainte est déposée, une enquête préliminaire est en cours, et ce n'est que plusieurs mois que les enseignants
sont informés de la procédure. Donc, en matière de protection des fonctionnaires chargés d'un service public, comme le sont les fonctionnaires d'éducation nationale, le message du film, c'est aussi de demander à ce que les procédures soient accélérées. Deuxième intérêt, qui a été évoqué par Monsieur le directeur, c'est aussi comment fonctionnent les conseils de discipline. Alors, il y a une indépendance entre conseil de discipline et, évidemment, procédure judiciaire, mais vous verrez que dans le cours du procès, la défense va évoquer cette notion de conseil de discipline qui se serait posée d'une manière injuste, et puis également la présidente du tribunal, pour éclairer les magistrats, va demander comment a fonctionné ce conseil de discipline, y compris par rapport aux autres enfants et élèves qui ont été aussi poursuivis pour cette histoire de viol. Étant entendu que la défense est extrêmement attentive à tout ce qui est répondu pour tenter de voir des contradictions. Dernier mot, un accusé, ou plutôt un prévenu en matière correctionnelle, a droit de ne pas dire la vérité. Monsieur le secrétaire général, dans le témoignage, il est fait mention du nombre de jours d'ITT, de mémoire c'est 15 jours. Pour l'administration, et j'aurais la même question pour Madame le substitut, qu'est-ce que ça représente, cette interruption temporaire de travail en termes de symbole? Bien, dans la continuité des propos de Monsieur le bâtonnier, au-delà des témoignages des uns et des autres, hein, de la partie victime ou de la partie qui est accusée des faits, qui expriment plus un ressenti, qui vont avoir tendance peut-être à exagérer ou à minimiser de manière consciente ou inconsciente, un nombre de jours d'ITT est une pièce ou des éléments qui sont objectivés et objectivables et qui peuvent déterminer la violence des faits commis ou la gravité des faits commis. Qui est donné par une instance tierce, le corps médical qui va les établir. Donc c'est un des éléments objectifs qui peut prendre plus la mesure de la situation qui est en cause. Merci, Madame le substitut. C'est avant tout pour nous une notion médico-légale. Donc en fait, c'est le médecin. Alors, quand on a des juridictions qui disposent d'instituts médico-légaux à disposition, c'est souvent des médecins légistes du vivant qui vont recevoir les victimes et ainsi il y a une harmonisation de cette notion d'ITT. Dans d'autres lieux comme en Polynésie, il n'y a pas ce dispositif et donc c'est souvent les médecins traitants ou les médecins urgentistes qui vont fixer cette ITT. C'est une notion donc médico-légale qui a effectivement vocation à nous donner l'importance des conséquences physiques qu'ont entraîné les lésions, les coups portés. Et ça nous permet à nous de mettre une jauge au niveau de la qualification pénale, puisqu'il y a des violences ITT inférieures à 8 jours et des violences ITT supérieures à 8 jours. Donc ça nous permet de juger, de qualifier les faits. Mais ce qui est au-delà, ce qui est important au niveau de l'ITT, c'est aussi le descriptif qui est associé au nombre de jours qui est évalué, avec notamment la descriptif des blessures, et c'est ce qui permettra notamment de caractériser les faits. Là, on le voit, il évoque une gifle là où la victime évoque plusieurs coups de poing, plusieurs coups reçus, coups de poing ou coups de pied. Et donc, effectivement, au niveau du descriptif des traces, en parallèle du nombre de jours, on arrive ainsi à faire la part entre la version de l'un et la version de l'autre. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de différencier, puisque la victime parlait d'arrêt de travail, là où la présidente du tribunal parlait d'ITT, car effectivement, c'est deux notions complètement différentes. Et il peut y avoir une ITT donc, de 15 jours, ce qui était le cas au dossier, avec un arrêt de travail qui peut être beaucoup plus long, qui va être prolongé au-delà de l'ITT, encore 15 jours, etc. Puisqu'effectivement, il peut y avoir un stress post-traumatique qui va se développer, qui ne sera pas pris en compte au niveau de l'ITT, incapacité totale de travail ou incapacité temporaire de travail, comme c'est appelé, mais qui aura un impact au niveau professionnel. Merci. Donc on a eu les faits, la victime. Désormais, on va vous présenter le témoignage de la principale qui finalement est aussi le pilote de la mise en œuvre du conseil de discipline. Donc il était intéressant de voir sa vision des faits et aussi vous verrez un passage sur comment s'organise le conseil de discipline. À tout à l'heure. Madame Chaland, en qualité de témoin. Bien, bonjour Madame Chaland, vous appelez donc Patricia Chaland. Est-ce que vous pouvez décliner votre date de naissance, adresse, profession? Donc je suis Patricia Chaland, née le 2 février 1962
Je suis domiciliée 28 Allée des Roses à Bagnolet et je suis principale du collège Arthur Rimbaud. Merci madame. En qualité de témoin, je vais vous faire prêter serment. Je vous en fais la lecture et vous lèverez votre main droite et vous direz « je le jure ». Madame Chaland, vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. J'ai donc présidé ce soir-là 3 conseils de discipline pour la même affaire. Le second conseil concernait Florian Madura. À l'issue de ce conseil de discipline, après les délibérations, j'ai donc j'ai tenté de signifier la décision finale du conseil de discipline qui a été prise à bulletin secret, qui était l'exclusion définitive du collège Arthur Rimbaud. J'ai juste eu le temps de terminer. À ce moment-là, j'ai vu que M. Madura, père de l'enfant qui l'accompagnait à ce moment-là, était très énervé, s'est levé, est parti, quasiment en courant, et conformément à la procédure, je l'ai suivi parce que je souhaitais, avec la CPE, Madame Durand, le raccompagner jusqu'à la porte du collège. En général, on ne termine pas un conseil de discipline comme ça de façon abrupte, surtout lorsqu'on signifie à un élève qu'il est exclu définitivement de l'établissement. On l'accompagne aussi de mots réconfortants. Je n'ai pas eu le temps de le faire puisque M. Madura a quitté la salle précipitamment. Je me suis donc levée. J'ai vu à ce moment-là j'ai vu de mes yeux que M. Madura portait des coups violents à l'encontre du jeune Florian. J'ai vu des coups de pied, j'ai vu des coups de poing, tout ça est allé très vite. J'ai aussi vu de mes yeux que Madame Durand, conseillère principale d'éducation, tentait de s'interposer pour protéger l'enfant. Ça fait partie de nos missions éducatives aussi que de protéger nos élèves. Les coups portés étaient d'une violence extrême. Il y a eu une bousculade. Certains professeurs présents ont entendu du bruit, ont entendu un cri, sans doute émanant de Madame Durand, sont sortis de la salle, nous ont rejoints. Donc s'en est suivi une bousculade. 4 personnes, 4 membres de l'établissement ont été bousculés par le père de Florian Madura. Et ce monsieur continuait à frapper son fils alors que je lui disais d'arrêter, de cesser, parce que ces coups étaient violents et c'était proprement insupportable. Donc bousculade, coups portés du père à l'enfant, coups reçus par les enseignants, par la conseillère principale d'éducation qui ont tenté de le protéger. Et puis monsieur Madura a quitté l'établissement et parti avec son fils. Ce que je tiens à dire, c'est que la violence des coups portés d'abord à l'élève était inadmissible. J'ai rarement vu une telle violence. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que les coups portés aux enseignants dans l'exercice de leurs fonctions en mission de service public d'éducation sont parfaitement intolérables, eux aussi, et que nous ne sommes pas là au quotidien pour nous faire maltraiter par les parents d'élèves. Madame le procureur. Une question, Madame la Présidente. Madame Chaland, est-ce que, en qualité de principale, vous pouvez nous éclairer un peu sur l'ambiance qu'il y a au sein de votre établissement? Est-ce que les faits de violence sont quelque chose qui se passe de manière fréquente ou pas? Comment ça se passe au sein de votre établissement? Alors c'est un établissement certes en zone d'éducation prioritaire, mais bon, les faits de violence existent, il y en a. Il y a un règlement intérieur qui nous permet justement de réguler ces faits de violence. Ce qui me paraît important, c'est effectivement de ne pas laisser la violence s'installer au sein d'un établissement scolaire et effectivement d'y apporter des réponses également en termes de prévention. Puisque notre mission est quand même avant tout une mission éducative. On est là pour mener les élèves sur le chemin de la réussite et faire en sorte qu'ils réussissent leur scolarité. On n'est pas là pour laisser s'installer la violence au quotidien au sein de l'établissement public local d'enseignement. Maître Balessas, des questions? Quelques brèves questions, Madame le principal. 3 conseils de discipline les uns après les autres, c'est bien ça?
quelles ont été les sanctions pour les 2 précédents élèves? Alors, les sanctions pour les 2 précédents élèves ont été différentes, mais chaque conseil de discipline est différent, monsieur Maître. Les profils des élèves sont différents. Les faits sont différents. La sanction collective n'existe pas. Elle n'a pas le droit de citer dans le PLE. Excusez-moi, j'entends bien, mais il se trouve que ces 3 garçons ont été poursuivis pour un vol collectif d'un téléphone portable. C'était les mêmes faits. Non, l'implication des uns et des autres n'était pas forcément la même. Pour certains, il y avait récidive. Chaque cas d'élève a été jugé en notre âme et conscience en fonction des faits précis reprochés à chacun. Avant chaque conseil de discipline, il y a toujours une enquête qui est menée. On entend les différents témoins et on essaye de se faire une idée précise de la situation. Et effectivement, pour le conseil de Florian Madura, j'ai demandé, puisque c'est le chef d'établissement qui propose la sanction, j'ai demandé l'exclusion définitive. Je prolonge votre propos, Madame le principal. Vous confirmez donc au tribunal que c'est votre rapport qui sert de saisine du conseil de discipline, c'est vous qui procédez à l'interrogatoire du garçon mis en cause, c'est vous qui proposez la sanction, c'est vous qui dirigez donc les débats, et puis ensuite, c'est vous qui signifiez la sanction. C'est bien ça? Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se fait. Mon rapport ne sert pas de saisine. Il y a soit, effectivement, à chaque fois qu'il y a violence et fait grave, on fait un conseil de discipline dans un établissement. On ne peut pas, ce n'est pas une zone de non-droit où tout est possible, tout est permis. Là, en l'occurrence, il y avait eu des faits graves autour de ce vol de téléphone portable. Il y avait eu de l'intimidation. Moi, je fais juste le rapport du chef d'établissement qui consigne tous les faits qui ont été portés à ma connaissance, y compris les faits contradictoires d'ailleurs. Et le contradictoire est bien inscrit dans la loi et dans les textes. On a écouté l'élève. Florent Madura était assisté d'un conseil de quelqu'un? Florent Madura était assisté de son père. Il est avocat, qui a une qualité de défense importante? Je ne pense pas, non, je ne pense pas. Dernière question, et puis vous m'avez dit, vous n'avez pas eu le temps, à l'issue de la prononcée de la sanction disciplinaire d'exclusion, d'adresser des mots réconfortants. Quels pourraient être ces mots réconfortants? Tout simplement, d'abord d'expliquer à la famille qu'une exclusion est toujours suivie d'une réintégration. L'élève est un élève de 5e, donc il est soumis à la scolarité obligatoire. Donc l'élève est systématiquement réaffecté dans un collège voisin. Souvent, je demande à la famille si la famille exprime le souhait quant à l'établissement. Est-ce qu'il a un vœu particulier? Ensuite, je pense aussi que dans certains cas, et là c'était le cas de Florian Madura, que dans certains cas, le changement d'établissement peut être une bonne chose pour l'élève parce que ça lui permet de se reconstruire autrement et ça lui permet de ne pas être victime de son image. D'accord. Sur le plan effectivement de l'avenir de cet enfant, je partage votre point de vue. Sur le plan personnel, le réconfort n'est pas facile. Alors c'est toujours un moment difficile, un moment douloureux. C'est pour ça qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'en ajouter et de frapper l'enfant ensuite. C'est aussi douloureux pour le papa. J'entends bien, mais ce n'est pas le père qui passe en conseil de discipline, c'est l'enfant. Mais de toute façon, vous n'avez pas eu le même comportement avec la famille du petit maghrébin qu'avec nous. Monsieur, vous ne vous adressez pas aux témoins. Et Maître Balesta, c'est aussi monsieur qui comparait aujourd'hui. Bien, vous voyez effectivement qu'au fur et à mesure que l'on décline ce procès, que les choses se tendent un petit peu entre l'avocat et le prévenu et les témoins. Monsieur le directeur général, finalement, quand on entend la description, les 3 descriptions des faits, on a l'impression qu'on aurait peut-être pu éviter finalement cette colère du père. Donc, au-delà de la procédure elle-même, qu'on a bien comprise, qu'est-ce que le chef d'établissement, qu'est-ce que l'établissement peut faire ou doit faire pour éviter finalement cette flambée de violence ou cet énervement du parent? Effectivement, on va montrer que la famille ou l'élève majeur, parce qu'un conseil de discipline peut aussi traduire un élève majeur qui pourrait donc assurer sa propre défense, une famille a forcément des droits et des possibilités de recours. Juste avant, je voudrais quand même signaler que la chef d'établissement se doit de réunir le conseil de discipline. Tout à l'heure, on le disait, il y a une loi
dans l'établissement, c'est le règlement intérieur. Le règlement intérieur positionne l'ensemble des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté éducative et puis pointe, en fonction des entorses au règlement intérieur, les types de punitions et de sanctions qui peuvent être posées. Les punitions, ce sont ici les mesures les plus simples que peut prendre le chef d'établissement. En revanche, pour les sanctions, et les sanctions les plus graves en particulier, pour assurer les droits de la défense, pour assurer les droits de l'élève et de sa famille, il y a une procédure qui existe, qui est une procédure contradictoire, qui est le conseil de discipline. C'est un conseil qui, d'abord, représente la totalité des composants de la communauté éducative, bien sûr les personnels de l'établissement, mais aussi les parents et les élèves, et y compris dans un collège, il y a des élèves qui siègent au conseil de discipline, qui sont désignés par leurs camarades pour cela. Le conseil n'est pas uniquement à charge, il est à charge et à décharge, bien évidemment, et tout élève qui est convoqué peut avoir des témoins qui vont se prononcer en sa faveur, donc ça c'est important à savoir. Maintenant sur la question que vous posiez, et je vais en venir sur les recours, peut-être faut-il en permanence rappeler précisément que si la justice scolaire est une justice à l'intérieur du monde éducatif, elle n'est pas étrangère à tous les principes du droit, et en particulier sur la possibilité de faire appel. Et peut-être que la chef d'établissement n'a pas, ou peut-être que le père ne l'a pas entendu, n'a pas précisé en début de réunion qu'il y a une procédure d'appel qui existe, qui est systématique, pour ceux en tout cas qui veulent l'utiliser. C'est ce qu'on appelle la commission d'appel, la commission académique d'appel des décisions rendues par les conseils de discipline, qui généralement étudie la mesure en fonction du respect ou non des principes généraux du droit. Dans cette commission d'appel, la famille n'est pas convoquée à nouveau, l'élève n'est pas convoqué à nouveau. En revanche, on va observer sur pièce si le contradictoire a bien été respecté, si la sanction qui est prononcée est bien individuelle, si la sanction qui est prononcée est bien proportionnée. Et force est de constater, pour en avoir présidé un certain nombre dans des affectations antérieures, qu'il arrive, alors dans combien, 10, 15, 20% des cas, où des décisions de conseil de discipline sont invalidées par la commission académique, ce qui prouve ici, en acte, que les parents ont des recours autres que le déchaînement de violence. Un petit éclairage sur le fonctionnement de la Polynésie. La Polynésie souhaite s'orienter vers ce fonctionnement. Au jour d'aujourd'hui, cet appel n'existe pas. C'est finalement une décision, un recours que peut faire, un recours gracieux que peuvent faire les parents auprès de la ministre. Mais il est prévu dans l'arrêté 732 que cet appel puisse être désormais en place en Polynésie française. Si vous permettez, précisément, y compris en Polynésie, cette possibilité donc existe pour les familles dans la mesure où l'établissement propose une sanction. La famille a connaissance de la proposition de sanction et avant que la ministre de l'Éducation ne décide, il va s'écouler un certain temps qui permettra précisément à la famille de porter un recours gracieux devant la ministre. Donc, même s'il n'y a pas en tant que telle une commission qui se réunit pour cette procédure d'appel, il y a la possibilité toujours pour des parents qui estimeraient que la sanction est trop lourde, trop grave, disproportionnée, eh bien, de trouver une oreille pour défendre les intérêts qu'ils croient être ceux de leur enfant. Merci. Madame le substitut, on a rappelé en début de cette table ronde que la comparution immédiate était quelque chose d'exceptionnel pour le coup. La question que je me pose, c'est de savoir, dans ce cas-là, quand il n'y a pas de comparution immédiate, est-ce qu'il y a toujours des témoins? Et est-ce que on voit bien la valeur du témoignage de Madame la principale? Quand ce témoignage n'existe pas, comment finalement le magistrat prend en compte ce témoignage? En fait, il faut savoir qu'en matière correctionnelle, ce qui est le cas pour les violences commises sur des personnels d'établissements scolaires lorsque l'ITT est inférieur ou supérieur à 8 jours, en fait, il n'y a jamais de témoin à l'audience. La victime est convoquée, elle est entendue, elle n'a pas l'obligation de s'expliquer, mais elle peut le faire si elle le souhaite. Elle est partie au procès, donc c'est plutôt sur sa propre volonté. Si elle ne souhaite ne rien déclarer, à ce moment-là, simplement sa parole sera portée par son avocat si elle s'est
faits assistés. Mais en correctionnel, il n'y a pas de témoin. Là, pour des besoins pédagogiques, en fait, c'est finalement le système du procès d'assises qui a été reproduit sur des faits de nature correctionnelle. Indépendamment de ça, dans tous les jugements correctionnels, que ce soit comparution immédiate ou en dehors de cette procédure rapide, lorsque les personnes sont convoquées, on parle sur convocation par officier de police judiciaire à une audience de juge unique ou à une audience collégiale. Collégiale, 3 magistrats, comme en comparution immédiate. Juge unique, c'est un seul magistrat. Et ça, c'est la qualification des faits, notamment le nombre de circonstances aggravantes ou l'ITT, qui va faire que ça sera jugé par une personne ou par 3 personnes. Ce qui va compter, c'est effectivement la procédure écrite, d'où l'importance des témoignages et que les personnes de l'établissement scolaire, que ce soit les collègues de l'enseignant victime ou le proviseur, soient entendus par les services de police ou de gendarmerie en fonction de la zone où ça se situe, et qu'effectivement, ils n'hésitent pas à témoigner, à relater les faits dont ils ont été témoins et les éléments qu'ils connaissent de la situation, soit de l'auteur, de la victime, du jeune, etc. Voilà, c'est très important que ces personnes-là se rendent dans les postes de police et de gendarmerie, qui prennent le temps de le faire, que ce soit avec une autorisation exceptionnelle d'absence du chef d'établissement pendant le temps de travail ou en dehors de leur temps de travail, pour effectivement que tous ces éléments soient consignés sur la procédure écrite, puisque c'est effectivement en correctionnel, la procédure est principalement écrite. Le président relate les éléments, entend la victime et l'auteur à l'audience, fait un exposé pour ses assesseurs qui, eux, n'ont pas accès directement au dossier, et ensuite, il y a le tour de parole, qu'on verra sûrement après, des plaidoiries de chacun, les réquisitions, et à la fin, le délibéré. Mais effectivement, du coup, notamment pour ce genre de dossier, il est primordial, j'insiste, parce que souvent, on y est régulièrement confronté, il y a des difficultés que pour les personnels enseignants ou parfois pour les proviseurs qui ne savent pas s'ils ont le droit, qu'est-ce qu'ils ont le droit de dire, s'ils doivent répondre aux convocations. C'est essentiel dans l'intérêt de la procédure et de la célérité de la procédure. Parce qu'effectivement, si on a du mal à avoir tous ces éléments, forcément le dossier n'est pas en état et on ne peut pas le renvoyer devant une juridiction de jugement. Donc ça, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook Live et nous allons commencer à les prendre juste après ce jingle. Bien, monsieur le bâtonnier, finalement, il y a une question des internautes et ça me paraît évident qu'ils puissent poser cette question. C'est comment l'autonome de solidarité peut aider les personnels, parce qu'on voit bien que là, il y a du désarroi, il y a une difficulté aussi à se retrouver dans la procédure. Comment l'autonome de solidarité peut venir en aide aux enseignants ? Je crois qu'il faut rappeler qu'1 demi-million de fonctionnaires d'éducation nationale sont actuellement soutenus, affiliés à l'autonome de solidarité, qui est là depuis une centaine d'années. Et au fond, elle apporte d'abord un soutien psychologique, qui est essentiel, parce que ses membres sont d'anciens collègues ou même en activité, et ils savent comment ça se passe dans l'établissement scolaire. Et puis, il y a ce que vient de dire d'une manière judicieuse Madame le procureur de la République. Comment réunir les témoignages? Car ça, c'est capital. Et ils informent immédiatement les enseignants qui sont victimes de violences de ce qu'ils doivent faire d'une manière procédurale. Et on met à leur disposition, dans chaque département, un avocat qui va les conseiller, qui va les inviter à faire les attestations, à réunir les témoignages et à éviter les pièges qui peuvent exister en matière procédurale. Donc c'est un soutien psychologique et un soutien juridique. Merci. Une deuxième question qui est posée par les internautes. Finalement, on voit la chef d'établissement là est un petit peu remise en question. La question qu'on peut se poser, je vais la lire. La chef d'établissement explique la procédure du conseil de discipline. Est-ce que le tribunal peut remettre en cause la procédure et surtout peut remettre en cause la sanction? Madame le substitut, pardon.
Non, pas du tout. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on est sur le procès du père du mineur. Donc finalement, l'explication du conseil de discipline, c'est juste pour un éclairage pour le tribunal, pour essayer de comprendre les circonstances dans lesquelles les faits se sont manifestés. Mais le tribunal correctionnel qui juge le père du mineur ne pourra absolument pas remettre en cause le conseil de discipline. Et par ailleurs, même le procureur ou le juge des enfants qui sera ensuite saisi des faits de nature pénale commis par le mineur lui-même qui a donné lieu au conseil de discipline ne pourra pas non plus remettre en cause. C'est deux procédures complètement parallèles, puisqu'effectivement, manifestement, il y a sûrement eu information par le chef d'établissement du fait de vol ou de complicité de vol ou de recel de vol commis au sein de l'établissement scolaire, transmis au procureur avec une enquête concernant ces faits pour le mineur. Donc, on ne pourra absolument pas remettre en cause la décision disciplinaire. En revanche, ce qui est important de savoir, c'est que dans le cadre de l'enquête sur le vol commis par le mineur, le procureur, par le biais des policiers ou des gendarmes, pourra demander sur réquisition judiciaire d'avoir accès à la procédure disciplinaire qui a été mise en place à l'égard du jeune. Et donc, notamment, s'il y a déjà eu ce conseil de discipline et une sanction disciplinaire, savoir qu'est-ce qui a été effectué et s'il y a eu un recueil de déposition qui a été effectué, puisque si c'est mis sur procès verbal, effectivement que ce soit communiqué, puisque ça fait partie des éléments de contexte. Donc on ne remet pas en question, c'est complémentaire. Par contre, on peut demander y avoir accès pour nourrir l'enquête pénale. Et inversement, on peut aussi, si la question nous est posée, on peut informer des poursuites pénales données sur le fait. Donc s'il y a eu un classement ou s'il y a eu une mesure alternative aux poursuites ou s'il y a eu une saisine du juge des enfants avec éventuellement un jugement. La communication d'informations peut se faire notamment par le biais des référents justice et référents éducation nationale. Merci. Encore une fois, vous pouvez poser vos questions sur le Facebook Live de la DG2E. Nous allons continuer le déroulé de ce procès, finalement, et nous allons maintenant entendre le témoin de moralité pour voir effectivement quel rôle peut avoir ce type de témoin. Quand il était justement dans des états un peu compliqués à maintenir, qu'on allait prévenir sa famille et notamment son père, là, son attitude changeait radicalement. On sentait que dès qu'on évoquait son père, il avait une grande peur de son père. Ça, par contre, oui. Le tribunal vous remercie, madame, et vous pouvez disposer et rester dans la salle si vous le désirez. Merci. Madame la greffière, nous allons appeler le dernier témoin qui a été appelé par la défense, maître Balestas. Madame Le Sueur, entendue en qualité de témoin. Merci Madame la greffière. Madame, bonjour. Vous appelez Stéphanie Le Sueur. Est-ce que vous pouvez donner votre date de naissance, lieu de naissance, adresse et votre profession? D'accord. Alors, je suis née le 15 mai 1974 à Paris. J'habite 14 rue des Plantes, Paris 14e, et je suis directrice d'association. D'accord, merci. Le tribunal donc vous entend à la demande de la défense comme témoin de moralité. Je vais donc vous faire prêter serment. Madame, vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Bien. Dans la mesure où vous n'avez pas été témoin des faits, et puis comme je viens de l'indiquer au tribunal, vous intervenez comme témoin de moralité à la demande de la défense, est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances vous avez rencontré Monsieur Madura? J'ai rencontré Monsieur Madura il y a une quinzaine d'années à peu près, dans le cadre d'un programme d'expérimentation qui s'appelait Grand Frère, à la Cité du Val-Fleury. Et en fait, Monsieur Madura s'est présenté à la réunion de démarrage du projet pour nous dire qu'il était très motivé pour s'investir dans le projet. Et nous, on cherchait des jeunes pour donner quelques heures de leur temps pour participer au programme. Est-ce que vous saviez, en tout cas à l'époque, quand vous rencontrez Monsieur Madura, donc qui participe à ce programme de Grand Frère, est-ce que vous saviez à l'époque qu'il avait été condamné, qu'il avait déjà eu affaire à la justice? Oui. En fait, il nous l'a dit tout de suite, assez spontanément. Et on n'a jamais considéré que c'était un obstacle à sa participation dans le programme. En fait, on considérait même que c'était plutôt un bonus, puisque forcément, c'était un exemple pour les jeunes de réinsertion. Forcément, il avait plus de poids auprès des jeunes, parce qu'il était passé par la case prison, il savait ce qu'il en était, donc il était plus à même de les guider, de les conseiller.
Avec les jeunes, puisqu'il participait, donc, comme son nom l'indique, un peu symboliquement à titre de grand frère, est-ce que vous vous souvenez de l'attitude qu'il avait avec les jeunes? Oui, oui, oui. Bah, une attitude très, très calme, très posée. Il avait de vraies qualités d'écoute. Il restait d'ailleurs assez souvent le soir pour marcher, pour parler sur les marches des immeubles. Et du coup, c'était un moment assez privilégié avec eux. Et il était apprécié autant des jeunes que de leurs parents. D'ailleurs, il était souvent cité comme exemple de réinsertion, parce qu'il avait quand même trouvé une formation, un nouveau travail. Donc, les parents, justement, aimaient bien que M. Madura puisse parler à leurs enfants. Après, voilà, entre un débordement, une fessée, enfin, voilà, mais quand on parle vraiment de correction et de violence, je ne l'imagine pas capable de ça. Merci, Madame Le Sueur. Comme vous venez de le constater, l'accusation et la partie civile avaient fait citer 2 témoins. L'un sur les faits eux-mêmes, le second, la principale du collège. Sur la procédure disciplinaire et également les inquiétudes des enseignants face aux violences scolaires. De son côté, la défense avait fait citer un témoin de moralité qui devait apporter, et c'était important, un éclairage essentiel sur la personnalité du prévenu. Les témoins, vous l'avez vu, regagnent le public, mais peuvent être à tout moment rappelés pour confrontation par la présidente du tribunal en cas de besoin. Madame le substitut, on voit bien que là, le témoin de moralité, il vient en appui de l'image que peut renvoyer l'accusé. La question qu'on peut se poser, c'est quand la victime peut être remise en cause, ce qui n'est pas le cas dans ce procès, mais elle peut être remise en cause aussi pour ses qualités pédagogiques ou sa manière de gérer la classe. Est-ce que là aussi, la victime peut produire des témoins sur effectivement son parcours professionnel, au-delà de la principale qui l'a dit? Est-ce qu'elle peut aussi produire des témoins ou des témoignages dans ce sens-là? Alors, encore une fois, on ne parlera pas forcément de témoins qui seront entendus oralement lors du procès. Dans le cadre de la procédure pénale, rarement, effectivement, les services de police ou de gendarmerie vont chercher à entendre des collègues pour se vérifier que ces éléments, enfin, ces témoins de moralité, puisqu'effectivement, on considère qu'indépendamment, d'ailleurs, même s'il y avait des difficultés sur la manière d'intervenir d'un enseignant, en rien, ça ne justifierait des violences. Donc, elle est victime de violences, on s'intéresse aux faits, et donc c'est pour ça qu'effectivement, ces témoignages-là ne vont pas être recherchés. En revanche, effectivement, dans le cadre de la préparation de l'audience, la victime peut tout à fait recueillir des attestations de ses collègues pour étayer cet élément si elle se sent en difficulté. Mais encore une fois, le procès ne sera pas le procès de la victime et on ne va pas aller remettre en cause ces éléments, même si le prévenu appuyé sur ce point, au niveau ministère public et au niveau de la juridiction de jugement, ça sera écarté d'un revers de main, puisqu'effectivement, ce n'est pas l'objet du débat. Mais si elle souhaite le faire, elle peut le faire, et notamment, le biais, à mon sens, le plus approprié, c'est les attestations de personnes qui sont produites au moment du début du procès par l'avocat à la juridiction, copie à l'avocat de la défense et au procureur de la République dans le respect du contradictoire. Merci. On voit quand même par rapport aux échanges qu'on a pu voir, et notamment le témoignage de la principale, qu'on peut aussi se sentir en tout cas remis en cause. Donc, monsieur le secrétaire général, comment se passe justement la possibilité pour chaque fonctionnaire d'avoir une protection fonctionnelle, justement, quand on se sent mis en danger, à la fois par une procédure ou par des insultes ou des incivilités? Comment fonctionne cette protection fonctionnelle? L'État protège ses agents, d'une part, il faut le rappeler, au travers de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. C'est une réglementation qui est mise en place, qui permet à un agent qui est victime, mis en cause, d'avoir d'une part un soutien de la part des services administratifs de l'institution concernée. D'autre part, ces services peuvent lui prodiguer aussi des conseils d'orientation pour savoir vers quel service se tourner, vers quel avocat, quelles sont les procédures auxquelles il va être confronté. Et puis aussi la prise en charge financière de conseils juridiques, le cas échéant, auxquels il pourrait être confronté. Ça, c'est le premier point et c'est, j'allais dire, l'a priori.
S'il s'avère qu'à l'issue du procès, il faut le rappeler aussi, on se rend compte que l'agent n'est pas victime, mais qu'il est en cause parce qu'il y a ce qu'on appelle une faute détachable du service, c'est-à-dire qu'il a fait une faute lui-même, bien dans ces cas-là, l'État pourra se retourner contre cet agent pour un remboursement. Mais dans un premier temps, a priori, les services de l'administration dans lequel il exerce sont là pour l'aider, l'appuyer. Il les saisit et puis après se met en place ses conseils et ses aides qui sont aussi des aides financières. Dernier point, nous sommes en Polynésie française. En Polynésie française, dans l'enseignement, ce sont des fonctionnaires d'État, pour la plupart, chez les enseignants, mais cette protection fonctionnelle est octroyée par les services du ministère de l'Éducation de la Polynésie française. Merci. Donc maintenant, nous allons voir un retour de l'accusé à la barre. Hein, c'est le clip suivant, puisque après avoir vu la victime, les témoins, on s'achemine petit à petit vers les plaidoiries et le délibéré. Donc l'accusé revient à la barre. S'agissant cette fois-ci de votre parcours judiciaire, Monsieur Madura, donc je l'évoquais rapidement avant l'audition des témoins et de la victime. Donc 3 condamnations à votre bulletin, 3 mentions à votre casier judiciaire, une qui date il y a très longtemps, 13 septembre 2004. Donc vol aggravé par 3 circonstances pour des faits commis en septembre 2004. Vous avez été condamné à l'époque à 18 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Donc vous étiez là aussi, 18 mois, c'était la première peine. Avec une condamnation de 18 mois mandat de dépôt, les faits devaient être particulièrement graves. Ben, c'est juste parce qu'il y avait un policier qui était mêlé à l'histoire. Donc vous avez exécuté votre peine et à la suite de quoi on n'entend plus parler de vous. Donc là c'est la mention de 2004, c'est la première. Et ensuite le 4 février 2019, le 6 juin 2019, tout d'un coup on vous voit réapparaître devant le tribunal correctionnel. Qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur Madura? Je sais pas, avant ça allait, j'arrivais à trouver... Qu'est-ce qui vous est arrivé en début de l'année 2019 pour que de nouveau on... Je sais pas, j'en sais rien. De la fatigue, je sais pas. Les gens ont un drôle d'œil sur nous. Je suis pas quelqu'un de violent, même si j'ai un passé. Il y a des gens qui, je sais pas s'ils savent que j'ai un passé, mais j'en sais rien. J'essaye. Là, je suis en train de galérer et avec les 4 enfants où c'est vraiment pas facile tous les jours, à essayer de trouver du boulot. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein, on va tout retomber dessus. Non, mais vous auriez pu faire part au tribunal, je ne sais pas, d'un événement particulier qui justifie, encore une fois, madame que vous avez fait citer comme témoin de moralité l'indiquait, vous aviez été un exemple justement de réinsertion, vous avez été condamné, 18 mois, mandat de dépôt, vous revenez, on n'entend plus parler de vous, vous aidez les jeunes des banlieues à remonter la pente. Je ne sais pas si ça a eu un effet miroir quand ça change sur mon gamin comme ça, j'en sais rien. C'est ça, c'est depuis que votre enfant a un comportement un peu, que vous sentez un peu borderline c'est pas le problème qu'il a un comportement, le problème c'est qu'il a un comportement, il est ce qu'il est, c'est des enfants, on fait tous des conneries, moi je veux pas, pardon du terme. Mais voilà, c'est un enfant de 12 ans qui est pris avec 3 personnes et il se retrouve avec une décision qui c'est juste comique quoi au final. C'est pas comique, Monsieur Madura, puisque la première en est, c'est qu'aujourd'hui vous êtes devant un tribunal correctionnel, donc c'est loin d'être comique. Il est là le problème. Une décision d'un conseil de discipline se conteste. Vous êtes dans un état de droit. Madame le proviseur vous l'a expliqué. On peut faire des recours. Mais comme je vous le dis, ça ne se conteste pas. À partir du moment où ils n'ont pas le même comportement avec moi qu'avec la petite famille du Maghrébin, ça ne se conteste pas. On sait clairement que... Je vous laisse la responsabilité de vos propos, Monsieur Madura, mais vous êtes en train de mettre en cause la probité. C'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Vous êtes déjà poursuivi pour violence sur une juste que, conseillère d'éducation. À la maman du petit blague, si vous voulez. Vous verrez, on n'a pas eu le même conseil de discipline, on n'a pas eu les mêmes faits. C'est 3 enfants qui ont été retrouvés avec un téléphone portable qui n'était pas à eux. Le mien est viré.
Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous saviez, Monsieur Madura, est-ce que vous avez appris des choses par le témoignage de Madame le Proviseur? Est-ce que vous saviez que de toute manière, la réintégration de votre enfant, c'est-à-dire était quasi immédiate dans un établissement tout proche? Vous le saviez, ça? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et en même temps, même si maintenant je le sais, je ne suis pas sûr que j'aurais écouté les conseils de quelqu'un qui... Ça change quand même radicalement, non pas la portée, la sanction est prise, etc. Votre fils est exclu, c'est une décision que d'ailleurs vous pouvez contester, mais ça ne vaut pas fin de l'avenir de votre fils, puisque par définition, comme il est soumis à l'obligation scolaire, il aurait été repris dans un autre collège immédiatement après. C'est pas le problème de parler avec eux, je leur aurais trouvé une école derrière, c'est pas le souci. Oui, mais visiblement, ils auraient pu s'en charger. Voyez, monsieur. Ils se sont déjà suffisamment occupés de mon fils, je crois. Alors, ce témoignage montre qu'il y a vraiment une incompréhension entre finalement l'école et cette famille, et on aurait même envie de dire qu'il y a des circonstances atténuantes par rapport à cette situation et par rapport à... Alors, je sais que le bâtonnier Lec ne va pas être d'accord, mais en tout cas, Madame le Substitut, comment on peut prendre en compte justement le contexte, ces circonstances atténuantes? Comment ça fonctionne quand on émet un jugement? Alors, en fait, on ne parle pas de circonstances atténuantes puisque juridiquement, ça n'existe plus depuis un certain nombre d'années. On ne parle que de circonstances aggravantes à l'exception de l'altération du discernement qui doit être considérée comme circonstance atténuante. C'est pas du tout le cas ici. Là, c'est plutôt, on va dire, le contexte. Mais effectivement, on va toujours chercher à comprendre le contexte des faits. Et effectivement, quand on voit des faits survenir alors qu'une personne était complètement insérée, on va essayer de comprendre s'il y a eu une cassure, quelque chose, puisque lorsque l'on juge une personne, on juge des faits, mais on juge surtout une personnalité. Et donc, c'est le passage à l'acte au sein d'une dynamique d'une personne avec son histoire, les éléments qui ont pu donner lieu au passage à l'acte, les éléments d'insertion qui sont les siens, les éléments du casier judiciaire, etc. Voilà. Donc, en fait, on va essayer de prendre tout ceci pour essayer de voir si on arrive à comprendre et essayer d'en tirer les conséquences après au niveau de la peine. Puisqu'effectivement, si on est sur un épisode purement isolé, peut-être qu'on va s'orienter sur du sursis simple. Si on s'aperçoit qu'il y a quand même une problématique, une remise en cause, qu'il y a un travail avec un besoin d'un étayage spécifique pour la personne, on sait qu'on va devoir s'orienter vers peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui le sursis probatoire, avec une condamnation, avec un suivi sur une durée plus ou moins longue, avec des obligations et des interdictions à décliner. Et si vraiment on est sur quelqu'un qui a aucun recul, qui est très revendicatif, etc., et qui par ailleurs, où on ne comprend absolument pas cette cassure, peut-être qu'on va aussi basculer directement sur une peine ferme. Voilà. Complètement, ou avec éventuellement une partie avec sursis suivi à l'issue de la détention. Voilà. Mais l'objectif, c'est ça, c'est d'essayer de commencer à comprendre vers quelles sanctions on va s'orienter après le prononcé de la culpabilité. Monsieur le directeur général, on voit bien à travers tous ces clips et ces échanges que finalement le monde de l'éducation et le monde de la justice sont un petit peu hermétiques, en tout cas ne fonctionnent pas en synergie. Qu'est-ce que l'école peut faire pour justement faire en sorte que l'école et la justice aient un fonctionnement plus fluide, une démarche d'explication aussi sur le terrain? Il y a vraiment une volonté depuis un certain nombre d'années de faire rentrer les principes généraux du droit, les principes généraux de la justice au sein des établissements scolaires, dans le travail éducatif. Déjà à différents niveaux. Au niveau de la prévention, parce que bien évidemment, éduquer, c'est éduquer en particulier au bon comportement, au bien vivre ensemble. Et donc, il faut essayer d'éduquer les jeunes à se prémunir contre certains délits, contre certains risques. On peut bien sûr penser à tout ce qui est consommation de stupéfiants, on peut bien sûr penser à tout ce qui est violence entre jeunes, par exemple violence garçon-fille, on peut penser au harcèlement, au cyberharcèlement. Il y a donc tout un travail éducatif qui est fait en prévention. Et quand on fait ce travail éducatif, bien évidemment, on est là pour poser l'existence de délits, voire de crimes, et à ce titre-là, contre lesquels non seulement l'école, mais la société doit réagir. D'autre part, il y a la volonté maintenant, depuis les années 2010, de faire en sorte qu'il y ait un véritable parcours citoyen du jeune au sein de l'école.
L'école a des grandes missions qui sont données par la loi. Et la deuxième grande mission qui est donnée à l'école par la loi, outre la transmission de connaissances et de compétences, c'est de former de futurs citoyens. Et former des futurs citoyens en actes, et pas simplement dans ce que l'on peut entendre au sein des cours. C'est ainsi que les élèves sont systématiquement associés à l'élaboration du règlement intérieur. Les délégués des élèves sont, en particulier pour ceux qui siègent au conseil d'établissement ou au conseil d'administration, ils sont associés à l'élaboration et au vote du règlement intérieur. Les élèves, tout à l'heure on le disait, siègent au sein des conseils de discipline. Par conséquent, ils vont en acte se comporter comme des citoyens qui sont à la fois associés à l'élaboration des droits et des devoirs, mais aussi qui peuvent être convoqués comme jury, par exemple, jurés, dans des procès. Il y a des enseignements nouveaux qui amènent aussi à mettre en exergue des composantes de la justice. Je pense à l'enseignement moral et civique qui met en avant l'art oratoire ou l'éloquence. Il y a des concours d'éloquence auxquels on participe. Il y a tout un travail d'argumentation et le grand oral que nos élèves passeront prochainement d'ici quelques semaines dans le cadre du bac. C'est un exercice d'argumentation. D'ailleurs, nous étions avec la ministre de l'Éducation dans un lycée polynésien il y a quelques jours et nous avons assisté à un travail d'argumentation basé sur de l'improvisation, mais donc des élèves qui ont fait devant la ministre une joute oratoire et ils s'échangeaient des arguments et non pas autre chose. Il y a aussi des exercices de plaidoirie que l'on peut faire au sein de l'établissement scolaire. Donc voilà toute une série d'éléments qui montrent que la justice rentre et doit rentrer le plus possible dans l'éducation. Monsieur le bâtonnier, quand vous entendez ce témoignage, enfin en tout cas oui, cette deuxième passage à la barre de cet accusé, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce qu'encore une fois, on a quand même l'impression que quel est l'accusé dans cette affaire? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce deuxième passage à la barre? Il est bien évident que la stratégie du prévenu est très claire. Il doit oublier sa culpabilité. Il ne faut quand même pas se tromper de procès. C'est quand même quelqu'un qui a aussi un passé judiciaire, ça a été rappelé par Madame la Présidente. On ne va pas le juger une deuxième fois pour ça. Mais sa stratégie de défense, c'est de dire c'est l'école qui est responsable. J'ai été, avec mon fils, victime d'une décision pour laquelle j'ai réagi avec vigueur. Mais vous l'entendrez au niveau de la défense. Donc ce que je veux dire, c'est que ce type de procès, là, ce sont des violences, mais toutes les atteintes vis-à-vis des fonctionnaires de l'éducation nationale sont ressenties par eux, et en tout cas, nous, les avocats qui les défendons, nous le ressentons, c'est une extrême solitude. Une extrême solitude face à la violence, une extrême solitude en ayant le sentiment qu'ils sont, à un moment donné, après avoir déposé plainte, avoir reçu l'avis du recteur qui dit « on est avec vous », qu'ils sont un peu abandonnés. Ils n'entendent plus parler de la justice quand ils ont déposé de plainte pendant un certain nombre de mois. Et au niveau de l'éducation nationale, ils ne voient pas la traduction de leur situation dramatique. Donc, faire tomber cette solitude, faire tomber ce burn-out que peuvent avoir aussi les enseignants. Il y a des enseignants qui, par rapport aux violences qui leur sont perpétrées, ne peuvent plus faire cours. Il y a une incidence professionnelle grave, et Madame le procureur le rappelait très judicieusement tout à l'heure, il y a des conséquences que là, on ne va pas voir à travers ce film, mais qui sont beaucoup plus graves. Je dirais qu'au niveau des autonomes de solidarité, nous constatons une nécessité de lier les relations entre la justice et l'école, parce que les enseignants n'ont pas de formation véritable actuellement pour le droit. Et aussi bien, en tout cas en métropole, le garde des Sceaux et le ministre de l'Éducation nationale ont rappelé qu'il était important qu'il y ait une meilleure connaissance du fonctionnement de la justice. Et ce film que nous voyons aujourd'hui doit pouvoir y contribuer. Et tant entendu que nous avons effectivement le sentiment que des améliorations sont indispensables. Les attaques à travers les réseaux sociaux, l'affaire dramatique de Samuel Paty, d'une autre manière, mais avec en métropole des agressions malheureusement hebdomadaires au niveau des chefs d'établissement, fait qu'il y a urgence à ce que
les enseignants soient davantage protégés. Ce n'est peut-être pas, heureusement, encore le cas en Polynésie, où effectivement il y a une autre façon d'aborder les choses, et c'est essentiel. Mais en tout cas, il y a là une montée des agressions et une protection indispensable qui doit passer par une meilleure collaboration entre la police et la justice. Je dois vous dire que parfois des parents d'élèves ensuite menacent les chefs d'établissement après qu'ils soient passés devant la juridiction. Lorsque l'enfant va passer, il y a des menaces qui sont exercées, y compris de mort. Et là, nous avons constaté que la fonction entre le chef d'établissement, l'éducation nationale et les parquets devient de plus en plus réactive pour faire intervenir immédiatement les services de police, l'autorité judiciaire pour faire cesser ce type d'atteinte grave aux fonctionnaires. On reviendra d'ailleurs sur le rôle de référent justice et référent éducation. Là, je vous invite de voir désormais les plaidoiries. C'est un clip qui est un peu long, hein, qui dure 20 minutes, mais je vous invite vraiment à les écouter parce qu'ils ont une approche complètement différente de l'affaire et c'est important que vous puissiez voir ces différentes plaidoiries. Donc ça dure un petit peu plus de 20 minutes, mais on se retrouve juste après. Monsieur Madura, vous allez pouvoir vous asseoir. Et puis, Maître Lec, c'est à vous pour les plaidoiries de la partie civile. Madame le Président, Madame et Monsieur du tribunal, j'interviens au soutien des intérêts de Madame Durand. Malheureusement, il ne se passe pas une semaine, Madame le Président, sans qu'un enseignant, sans qu'un personnel de l'éducation nationale ne soit victime d'une violence. Laissez-moi vous rappeler le baromètre ASL 2018 qui fait observer une augmentation de 7% de ces violences des dossiers qui sont ouverts en protection juridique professionnelle. Laissez-moi vous rappeler que selon ce même baromètre, parmi les personnels, les enseignants, les directeurs d'école, les CPE, comme Madame, sont les plus touchés. Laissez-moi vous rappeler aussi que ces litiges avec les parents d'élèves représentent plus de la moitié des dossiers. Alors, le dossier qui vous est soumis aujourd'hui est une malheureuse, est une inacceptable illustration de cette violence qui est vécue par les personnels de l'éducation. Je laisserai bien évidemment le soin à Madame le procureur de la République de soutenir l'accusation qui me paraît parfaitement constituée, mais je souhaite remercier le parquet d'avoir fait diligence et d'avoir choisi une procédure de comparution immédiate, parce que oui, elle est bienvenue, cette comparution immédiate, pour les enseignants, pour les personnels de l'éducation nationale qui se sentent trop souvent oubliés, leur dossier mis de côté pendant des mois en attendant un jugement pour qu'on puisse reconnaître leur souffrance. Au-delà de tout ça, moi je déplore particulièrement l'attitude aujourd'hui de M. Madura, qui finalement est tout à fait logique par rapport au PV d'enquête. Celui-ci nie tout, il n'a rien fait, on a l'impression d'ailleurs quand on l'entend qu'il était absent de la scène, il n'a absolument aucun remords, il ne se met absolument pas remise en cause aucune. C'est inquiétant pour l'avenir, Madame le Président, parce que c'est quelqu'un qui est quand même habitué aux tribunaux, hein. Vous avez fait une liste, une chronologie, c'est inquiétant d'avoir quelqu'un qui a fait preuve d'une telle violence et qui aujourd'hui, on a l'impression c'est un papillon, il est là, il n'est pas là, il n'a rien vu, c'est pas lui. Aucune excuse présentée à la victime non plus aujourd'hui, après une ITT de 15 jours. C'est scandaleux. Quel crédit, Madame le Président, a apporté au témoin de moralité qui a connu monsieur il y a 15 ans? Enfin, on nous décrit quelqu'un, un agneau qui prône avec les enfants le dialogue et la médiation avec les plus jeunes, j'ai entendu. Mais aujourd'hui, son seul langage à M. Madura, ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas la médiation, ce sont les coups, ce sont les violences contre son propre enfant,
contre le personnel de l'éducation nationale et les enseignants qui viennent protéger son propre enfant. Et puis, vous verrez dans la plaidoirie de mon excellent confrère, le bâtonnier Balestas, on va vous dire qu'il n'a rien fait, qu'il le nie. Donc il le nie, on va le croire, bien évidemment. Il est innocent. Et puis j'ai compris à travers les questions qui avaient été posées par la défense qu'on va aussi vous dire, il a des circonstances atténuantes, bien évidemment, puisque la sanction qui a été rendue contre son fils, contre le fils de M. Madura, elle était bien trop lourde, elle est injuste. Et finalement, c'est ça qui a fait sortir de ses gonds M. Madura. C'était qu'il a été victime d'une injustice parce que l'exclusion définitive, c'était une sanction qui était injuste. Et que c'est là où finalement tout a été déclenché. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de l'école, c'est à cause du conseil de discipline, c'est à cause des enseignants que celui-là est sorti de ses gonds et qu'il a frappé Madame Durand. La boucle est bouclée. C'est l'école qui est responsable de ses propres préjudices et turpitudes. Je suis désolée, ça ne se passera pas comme ça. Votre tribunal le comprendra tout à fait au regard de ce dossier. Alors mes demandes au titre du préjudice, je vous demanderai évidemment d'accueillir la constitution de partie civile de Madame Durand. Au titre des préjudices fonctionnels temporaires, de lui accorder 1 500 € qui seront à la charge, bien évidemment, de M. Madura. Au titre des souffrances endurées, le pretium doloris, je demande la somme de 2 500 €. Et au titre du préjudice moral, 1 500 €. Au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, je demande la condamnation de M. Madura à 1 000 €. Les éléments sont bien évidemment à mon dossier et détaillés dans mes conclusions. Pour conclure, le monde enseignant, Madame le Président, Monsieur et Madame du tribunal, il compte sur vous. Vous avez compris qu'il est en première ligne, le monde enseignant, parmi les fonctionnaires quant au risque du métier. Que ce monde enseignant, que Madame Durand aujourd'hui, a besoin de vous, a besoin d'une réponse rapide, d'une réponse extrêmement ferme de la part de la justice, que Madame Durand, elle fait confiance à ce tribunal. Bien, Madame le procureur. Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal, à l'origine, avant ces faits, et encore aujourd'hui devant votre juridiction, il y a ce mécontentement très ancré dans M. Madura suite à l'exclusion définitive prononcée à l'encontre de son fils Florian à l'issue de ce conseil de discipline. J'en parle immédiatement pour mieux évincer, écarter cette question par la suite, parce que cette exclusion ne doit pas trop concentrer votre attention. Il ne vous incombe pas, Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal, de vous positionner sur cette question de l'exclusion définitive de Florian Madura, et plus particulièrement d'apprécier sur le fond la sanction disciplinaire qui a été prononcée. Alors, pas sur le fond, mais sur la forme, je voudrais simplement en dire 2 mots. La première, c'est que cette décision, vous l'avez compris, n'a pu être prise qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire prévue par le Code de l'éducation. Ça vous a été rappelé par Madame la principale, qui a pour objet de permettre le respect du contradictoire, donc d'entendre la position notamment de l'élève et de son parent, comme dans nos prétoires par ailleurs, mais également de s'assurer qu'il s'agit d'une décision collégiale et non de la décision d'une seule personne. Alors non, on ne peut pas parler d'une mascarade, comme a pu le dire M. Pierre Madura dans le cadre de son audition. Pas moins de 12 personnes ont décidé, en l'occurrence, conjointement de cette sanction, qui se base à la fois sur un fait particulier, mais également, ça vous l'a été dit, sur un comportement plus général de Florian Madura et que vous retrouverez dans la procédure dans le cadre du signalement de l'assistante sociale. Le second point que je voulais souligner sur la forme, c'est que contrairement à ce que Pierre Madura semble penser et laisse dire aujourd'hui, l'exclusion définitive d'un élève est loin d'être une décision qui est prise à la légère dans le cadre d'un conseil de discipline. À l'égard de son fils Florian, il reconnaît l'avoir empoigné par le col
pour le ramener au domicile familial, ce qui est déjà une forme de violence, entre nous soit dit. Néanmoins, il nie lui avoir porté des coups. Or, bien, vous l'avez rappelé, vous avez lu d'ailleurs le témoignage de Florian Madura. Celui-ci explicite clairement le fait qu'il a bien reçu une gifle de la part de son père, et même si cela n'a pas eu de conséquences médicales pour lui, et fort heureusement, j'allais le dire. Pire encore, la principale du collège, Madame Chaland, et la CPE, Madame Durand, évoquent non seulement une gifle d'une violence importante, puisqu'elle a entraîné la chute de l'enfant, mais également des coups portés au sol par celui-ci. Il le conteste formellement, ces coups, mais vous n'aurez pas besoin, en réalité, juridiquement, de vous assurer de la réalité de ces coups, puisque la qualification pénale qui est retenue aujourd'hui à l'encontre de M. Madura permet de retenir cette infraction, quand bien même il n'y aurait pas ces coups. Mais revenons sur les témoignages. Pourquoi remettre en cause le témoignage de cette principale et de cette CPE alors même qu'elles n'ont aucune raison en réalité d'aggraver les faits commis à l'encontre de ce jeune homme, et on peut imaginer à l'inverse que celui-ci, par une forme de loyauté à l'égard de son père, ait pu éventuellement ne pas tout dénoncer des faits qu'il aurait subis de celui-ci. Mais pourquoi, au-delà de cette minimisation par le fils, c'est surtout pourquoi cette négation, encore aujourd'hui devant vous, par Pierre Madura, le père? Pourquoi nie-t-il même la gifle donnée et évoquée par son fils? C'est en ayant ces éléments en tête qu'après l'avoir déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, vous déciderez de la peine qu'il aura à purger. Pour cela, notamment, en termes de quantum et de nature de la peine, vous vous rapporterez aux faits qui lui sont reprochés, à leur gravité, au fait qu'il s'agit d'atteinte aux personnes dans leur intégrité physique, avec des conséquences importantes sur les victimes, à la fois sur le plan physique, mais également, ça vous a été dit, sur le plan psychologique. La sanction, je vous rappelle, est d'abord là pour signifier l'interdit. Elle se doit donc d'être un minimum dissuasive. En ce sens, une partie ferme dont il pourra éventuellement demander l'aménagement, par exemple sous la forme d'un bracelet électronique, me paraît nécessaire au regard de ses antécédents. Je vous rappelle à ce titre qu'il a été condamné en juin à 2 mois d'emprisonnement ferme et que cela ne l'a pas empêché, n'a pas été suffisamment dissuasif pour l'empêcher de recommettre une infraction pour laquelle il comparaît devant vous aujourd'hui. Mais votre objectif, évidemment, ne s'arrêtera pas là. Vous devrez également prononcer une peine adéquate afin de limiter autant que faire se peut ce risque de récidive, ces craintes que j'ai pu évoquer devant vous aujourd'hui, avec une mise à l'épreuve partielle qui doit être, à mon sens, particulièrement stricte. Aussi, je requiers que soit prononcée à l'encontre de Pierre Madura une peine de 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois assortis d'un sursis avec une mise à l'épreuve pendant une durée de 2 ans, assortie d'une obligation de soins en lien avec de possibles addictions qu'aujourd'hui on ne peut pas exclure, mais en lien surtout avec la question de la violence et de la gestion de la colère chez cet individu, une interdiction de porter une arme s'agissant d'un individu qui peut se montrer violent, une obligation de travail qui doit l'inciter et l'enjoindre à rejoindre le chemin de la réinsertion qui est quand même le premier rempart à la récidive, vous le savez, une interdiction de se rendre au collège Arthur Rimbaud, son fils en étant exclu, il n'a plus rien à y faire, une interdiction d'entrer en contact avec la victime, Madame Durand, ce qui doit permettre à la fois de la protéger et aussi de la rassurer pour qu'elle puisse elle aussi retrouver le chemin du travail, et une obligation d'indemniser les victimes, qui est là encore une façon, à mon sens, bien tangible et pécuniaire d'assumer les faits qui nous sont reprochés. Je vous demanderai d'assortir cette condamnation de l'exécution provisoire afin que M. Madura, qui, je ne vous demande pas qu'il soit incarcéré aujourd'hui, puisse au moins ressortir de cette enceinte judiciaire avec toutes ces obligations déjà au-dessus de la tête à respecter dès aujourd'hui. Merci Madame le procureur pour vos réquisitions. Monsieur le bâtonnier Balesta pour les intérêts de Monsieur Madura. Madame, Monsieur du tribunal, je vous remercie. Est-ce que Monsieur Madura doit être la concentration de cette rancœur? Est-ce que celui-ci doit, au fond, venir répondre de ce ressenti parfaitement véritable?
parfaitement actuel et parfaitement insupportable. Non. On est dans une enceinte de justice. Cette enceinte de justice doit rendre sa décision en fonction de 3 critères. Le contexte, l'infraction pénale et la personnalité. Quand la partie civile nous dit « je suis inquiète pour l'avenir » du comportement de M. Madurin face au collège Arthur Rimbaud, son inquiétude n'existe plus. Son fils est exclu. Il n'y a aucune raison, effectivement, Madame le procureur, pour qu'il réapparaisse dans cette enceinte scolaire. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur une récidive à l'égard des enseignants du collège d'Arthur Rimbaud. Les préconisations qui sont indiquées par le ministère public dans le cadre d'une mise à l'épreuve éventuelle me paraissent tout à fait inopportunes. M. Madurin, il regrette une seule chose, c'est que son fils ait été exclu. Mais la décision, elle est prise et il va l'exécuter en ce sens que son fils va être réinscrit selon son choix, selon ses moyens financiers, dans un établissement privé ou dans un établissement public, dans un autre collège, puisque la scolarité est obligatoire. Donc, en ce qui concerne l'inquiétude du ministère public sur la réitération des faits au sein d'Arthur Rimbaud, ce n'est pas possible. Ah, vous allez quand même très loin, le procureur, pour dire qu'on poursuit pour violence aggravée mon client. La violence aggravée, c'est vraiment la personne qui veut, avec ces 2 points, coucher son adversaire. On n'est pas dans ce contexte. C'est dans le cas d'une bousculade, et encore une fois, de cette résistance formidable de cette école d'Arthur Rimbaud de protéger le gamin. Lui, il ne comprend pas, on le prive de son droit paternel, il se débat, et malheureusement, les blessures sont là. Donc je dis que sur l'élément intentionnel, nous sommes dans le doute, et là encore, l'infraction peut parfaitement être non admise et entrer en voie de relax. Vous ne suivez pas mes propos. Dans cette société de violence, on a un peu trop souvent, Madame le procureur, la volonté de globaliser, de traiter tout le monde de violent et de le poursuivre devant le juge répressif. Votre rôle, et c'est pour ça que je porte cette robe, c'est d'individualiser la sanction. On ne va pas globaliser les violences scolaires sur Madurin. On va dire en quoi Madurin a pu avoir un comportement violent aggravé. J'ai dit ce que j'en pensais, mais si vous ne me suivez pas, on va individualiser la peine. Alors vous me dites exécution provisoire, mais pas d'incarcération. Il faut traduire. Ça veut dire que si vous êtes cohérente, et je sais que vous l'êtes, 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois fermes, c'est que normalement il part en prison, puisque c'est exécution provisoire. Alors vous me dites, mais il y aura peut-être un juge qui va venir arranger les choses, le juge d'application des peines. C'est pas comme ça que je raisonne, moi. Je ne raisonne pas en fonction des conséquences de la sanction, je raisonne au moment où la sanction va être prise. L'exécution provisoire. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'insupportable. Ce droit constitutionnel de contester une décision de justice, il ne faut pas la toucher. Il faut qu'un tout justiciable qui est désaccord avec une décision de justice puisse faire appel, ici dans le délai de 10 jours, pour pouvoir obtenir un avis différent de la Cour d'appel correctionnelle. Ce n'est pas une défiance vis-à-vis de vous, Madame le Président, vis-à-vis de vos assesseurs. C'est le droit constitutionnel de chaque justiciable. Donc je ne suis pas d'accord pour l'exécution provisoire. La présomption d'innocence, le doute qui existe, peuvent faire l'objet d'appréciations différentes. Donc ça, pour moi, c'est impossible. Et excusez-moi ce parallèle qui m'est tendu. Cette décision qu'il trouve injuste parce que 2 gamins qui ont commis les mêmes faits ne sont pas exclus de Arthur Rimbaud, Florian Lullet, il n'y a pas d'appel. Ah si, il y a un appel. Il n'est pas suspensif. Tandis que le vôtre, si on fait appel, on remet effectivement le dossier devant la Cour et c'est suspensif.
Donc effectivement, pas d'exécution provisoire, ça c'est mon premier point. Second point, vous avez abordé la peine qu'on appelle chez nous dans le jargon mixte. Il y a une peine ferme et une peine de sursis avec mise à l'épreuve. Quel sens donner à la peine d'emprisonnement ferme? Quel sens vous donnez à celui-ci? Il a connu la prison, il a été condamné, vous l'avez rappelé, en 2004. 2004, 2014, 2019, ça fait 15 ans, c'est ça? Délicatement, le ministère de la Justice marque condamnation, réhabilité de plein droit. On ne l'efface pas, hein, mais on considère que c'est quand même le temps à passer. Donc la prison, il l'a connue. Et puis ça lui a permis probablement, puisqu'il y a 15 ans, vous en parliez tout à l'heure en disant que c'est trop tard, à celle-ci qui est venue, celle qui était effectivement responsable de l'association Grand Frère, de rebondir. Il a dit, oui, moi je sors de prison, je sais ce que c'est, je suis dans le quartier effectivement difficile de Val-Fleury, eh bien moi je suis peut-être le mieux placé pour dire comment on peut faire en tant que grand frère pour. Et ça a été extraordinaire. Ça, on le met de côté. Ah mais nous, on ne parle que de ces 2 condamnations modestes de cette année. Madame la Présidente, on est une cité, vous avez 4 gamins, que vous avez 40 ans, et que le seul exemple que vous donnez à vos enfants qui grandissent, c'est recevoir la lettre de Pôle emploi, c'est pas facile tous les jours. Quand votre compagne ne travaille pas davantage, votre épouse ne travaille pas davantage, et que vous percevez les allocations familiales pour boucler la fin du mois, eh ben on peut être énervé. Alors on ne va pas accuser M. Madura d'être dans cette situation-là. Donc la peine de prison, ça ne sert à rien. Ces courtes peines d'emprisonnement ne servent à rien. On n'a pas besoin. Donc si vous n'entrez pas dans la voie que j'ai tracée du doute, admettez que celui-ci, dans sa vie, qui n'est pas simple, il a été un peu un héros du quotidien. Quelqu'un qui tous les jours éduque à sa manière. Mais bon, c'est pas nul. Voilà l'explication que je souhaitais livrer à votre juridiction. Donc, pas d'incarcération, pas d'exécution provisoire, mais surtout au principal, une relaxe au bénéfice du doute. Merci, maître. Il y a des longues plaidoiries, mais c'était intéressant que vous puissiez voir la vision de ces plaidoiries sur cette affaire. On a été confronté longtemps dans l'éducation à ce qu'on appelle pas de vague, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que pour garder la bonne image de l'établissement ou pour garder la paix dans l'établissement, on a finalement eu pendant un certain temps le phénomène de pas de vague, on ne signale rien. Donc je me permets de donner la parole à Madame le substitut parce que cette démarche désormais est impossible, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de signalement et peut-être nous éclairer justement comment fonctionnent ces signalements. Alors, effectivement, dès lors qu'une autorité a connaissance d'une infraction pénale qui est commise, il y a l'obligation de signaler, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale, à l'autorité judiciaire. Concernant les actes de délinquance qui sont commis notamment dans l'établissement scolaire, je pense qu'il en va de l'intérêt de tous, aussi bien pour la tranquillité au niveau de l'établissement scolaire, mais également pour la bonne prise en charge notamment du mineur lorsque c'est commis par l'élève au sein de l'établissement, que les faits soient signalés au procureur de la République pour qu'il y ait une réponse pénale qui soit mise en place et éventuellement avec un suivi éducatif du jeune ou au moins une évaluation sociale puisqu'effectivement, forcément, l'acte qui est posé dénote un mal-être, une difficulté qu'il faut prendre en charge, car effectivement, s'il n'y a pas de prise en charge, le risque, c'est que ça réitère et que ça augmente, que ce soit au sein de l'établissement ou à l'extérieur de l'établissement. Donc effectivement, c'est extrêmement important de faire remonter ces informations au niveau de procureur. Ce n'est pas de la délation. Et effectivement, nous, au niveau justice, on a souvent le sentiment que le personnel enseignant, parfois, ne dénonce pas
à l'autorité judiciaire les faits, dans un souci de protection de l'enfant, dans un mode un peu paternaliste, on va dire, alors qu'à l'inverse, c'est très important de signaler les faits pour qu'il y ait une bonne prise en charge ensuite qui soit mise en place, que ce soit par une évaluation par les travailleurs sociaux ou éventuellement avec un suivi par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse s'il y a une véritable difficulté. Voilà, et que bien évidemment, tout acte fasse l'objet d'une réponse pénale pour marquer l'interdit et, si besoin, la mise en place d'un suivi qui empêchera une réitération et la récidive. Et ça, c'est essentiel. Il y a de nombreux parquets, donc circonscriptions, où il y a des protocoles qui sont mis en place. En Polynésie, il y a un protocole qui avait été mis en place en 2011, qui avait été un petit peu perdu de vue, et donc de concert avec la direction, avec la DG2E, il est remis en place et il va être rediffusé au sein de l'ensemble d'établissements scolaires, effectivement, pour rappeler qu'il faut signaler. Il ne faut pas signaler uniquement les mineurs victimes, mais également les mineurs auteurs d'infractions pénales au sein d'établissements scolaires, parce qu'ils sont aussi avant tout des mineurs en danger et qu'il est très important d'intervenir au plus près et à mettre tous les moyens nécessaires. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de la réponse judiciaire. On n'est pas là pour incarcérer les mineurs, on est là pour mettre en place de manière prioritaire des suivis éducatifs pour les mineurs. La première réponse judiciaire pour les mineurs, c'est l'éducatif et pas forcément le répressif. Alors vous parlez de réticence, j'ai envie de poser la question d'ailleurs aux deux directeurs, au directeur général mais aussi au bâtonnier. Cette réticence, comment elle peut s'expliquer de la part d'un établissement scolaire? Qu'est-ce qui est mis en place justement pour lever ces réticences? Alors, qu'il y ait des réticences de la part de certains, pourquoi pas? En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'institution n'est pas réticente, n'est pas frileuse sur ces questions-là. Le discours officiel qui est présenté à chaque fois devant les chefs d'établissement, devant les inspecteurs et devant tous ceux qui nous interpellent, c'est on doit tout dire, on doit tout signaler. Et j'ai par exemple pu lire que les chefs d'établissement étaient évalués sur le fait qu'il ne se passait rien dans leur établissement. Ceci est complètement faux, il faut absolument le démentir. Les consignes qui sont données, elles sont très strictes. C'est qu'il faut réagir. Et pourquoi faut-il réagir? Pour deux raisons. Déjà, on se doit de réagir par rapport aux jeunes, parce que nous avons, comme vient de le dire Audrey Gambin, une obligation éducative par rapport aux jeunes. Et si un jeune ne reçoit pas de réponse de la part de l'institution, de la part de la société, du monde des adultes que nous sommes, eh bien, il aura une vision très déformée de ses devoirs et des normes sociales du monde dans lequel il vit. Et puis nous avons aussi une obligation essentielle par rapport aux victimes, que ces victimes soient des élèves, soit des mineurs, soit des majeurs, et soit bien évidemment nos personnels. Nous avons une obligation de défense de nos personnels. Dernier point que j'ajouterais, pour faire le lien entre les procédures internes à l'éducation et les procédures judiciaires, la consigne que nous donnons, c'est qu'il y ait systématiquement dépôt de plainte si les faits qui sont en cause relèvent bien évidemment de ce qui pourrait être qualifié de délit ou de crime. Dépôt de plainte de la victime, bien sûr, accompagné par l'institution, et dépôt de plainte de l'institution, du chef d'établissement ou de l'inspecteur de l'éducation nationale. Monsieur Bâtonnier, vous, dans votre pratique, dans les rencontres que vous pouvez avoir des personnels victimes, comment on peut expliquer la réticence, là, cette fois-ci, de la victime quand ils ne veulent pas porter plainte? On a pu le voir et on le voit aussi au quotidien. Il y a les éléments qui viennent d'être donnés, mais aussi la peur que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, il y a certaines circonstances. Beaucoup d'enseignants entendent de la part de leurs collègues que quand ils ont déposé plainte, ils n'ont pas de nouvelles, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème du suivi. Et donc, indépendamment des volontés de l'administration, ils ont le sentiment que ce suivi n'est pas assuré. Ils déposent plainte, les parents d'élèves, je ne parle pas là des victimes, mais les parents d'élèves apprennent ce signalement, et certains d'entre eux réagissent et déposent plainte à ce moment-là contre l'enseignant. Et on a actuellement une pratique qui devient à la mode lorsque un parent d'élève n'est pas d'accord avec un enseignant, du point de vue pédagogique, du point de vue disciplinaire, eh bien à un moment donné, il le met en cause. Il le met en cause et beaucoup d'enseignants, enfin un certain nombre d'entre eux, ont le sentiment qu'à ce moment-là,
il est non pas réputé innocent, car le principe de l'innocence est fondamental quand on est mis en cause, mais ils sont présumés coupables. Et ils ont le sentiment qu'on les regarde comme coupables à travers la plainte qui a été déposée contre eux, alors même que c'est souvent une plainte en réaction à l'autorité qu'ils exercent. Et donc, par conséquent, voilà un peu le sentiment qu'il faut vaincre et qu'il faut convaincre les enseignants qu'en même temps qu'ils font un signalement, eh bien, ils doivent aussi être suivis par leur administration et l'autorité judiciaire. Merci. On arrive au dernier clip, la dernière vidéo, puisque nous vous présentons désormais le délibéré. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions, encore une fois, sur Facebook Live. Donc, vidéo sur le délibéré. On se retrouve pour la fin de nos échanges. Monsieur Madura, levez-vous, s'il vous plaît. Vous avez entendu les plaidoiries de la partie civile, vous avez entendu les réquisitions de Madame le procureur et vous avez entendu les plaidoiries de votre avocat. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que le tribunal ne se retire pour délibérer? Non, je préfère pas. Préférez pas. Bien, l'audience est suspendue pour le délibéré du tribunal. Mesdames et messieurs, le tribunal, veuillez vous lever. Bien, l'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Madura, restez debout, s'il vous plaît. Bien, Monsieur Madura, le tribunal, après en avoir délibéré, vous a reconnu coupable des 2 infractions pour lesquelles vous étiez poursuivi et pour lesquelles vous comparaissiez aujourd'hui. En répression, le tribunal vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 2 ans. Pendant ces 2 ans, vous aurez l'obligation de suivre une formation ou de trouver un travail, une obligation de suivre des soins en rapport avec votre problématique violente. Vous aurez également l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, Madame Durand. Vous aurez également l'obligation d'indemniser Madame Durand des sommes qui lui seront allouées après ce délibéré. Vous avez également l'interdiction de paraître au collège Rimbaud. Le tribunal précise que, faute d'indication sur la scolarisation de vos autres enfants, il ne lui est pas apparu évident que vous n'aviez plus l'occasion du tout de paraître au collège, et l'interdiction de porter une arme. Est-ce que vous avez compris, Monsieur Madura? Oui. Alors, cette peine n'est pas assortie d'exécution provisoire. Vous avez la possibilité d'en faire appel dans un délai de 10 jours. En revanche, très clairement, les obligations que le tribunal prononce à votre endroit, vous ne partez pas en prison ce soir, s'il n'y a pas eu de mandat de dépôt ni requis, ni proposé et ni prononcé par le tribunal. En revanche, le tribunal vous conseille assez largement de respecter l'ensemble des obligations qui viennent d'être mises à votre charge. D'accord? Donc vous serez convoqué par le juge de l'application des peines. Madame la greffière vous donnera une convocation et vous verrez avec lui, en fonction des garanties que vous lui présenterez et du projet que vous pourrez lui présenter également, les 2 mois qui sont au-dessus de votre tête pour lesquels vous avez déjà été condamné, d'accord, et les 3 mois de prison ferme que vient de prononcer le tribunal. D'accord? Et vous verrez avec le juge de l'application des peines les modalités d'exécution de ces 5 mois de prison, avec, en fonction des garanties que vous pourrez présenter, effectivement, pourquoi pas, un aménagement de peine sous forme d'une assignation à résidence ou d'un bracelet électronique. S'agissant de la constitution de partie civile, Madame Durand, le tribunal l'a déclarée régulière et recevable. Vous êtes condamné, Monsieur Madura, à indemniser la victime, Madame Durand, et pour ce faire, vous êtes condamné à lui verser la somme de 750 € au titre de son préjudice corporel, 1 500 € au titre de son préjudice moral, et la somme de 400 € au titre de l'article 475-1. L'audience est levée. Alors, 2 points à aborder avant d'aborder les questions des internautes. Peut-être, Madame le substitut, de dire finalement comment fonctionne le système de condamnation pécuniaire. C'est-à-dire qu'on a bien vu là que le prévenu est reconnu coupable, il y a un certain nombre de décisions, mais les indemnités, comment sont-elles calculées? On voit bien que là, il n'y a pas de surenchère, il y a plutôt on considère une somme plus basse. Comment ça fonctionne dans le cas du parquet?
Au niveau du parquet, en fait, le parquet n'intervient pas. La demande est formée par la partie civile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le tribunal est bloqué par le montant maximal qui est demandé. Donc, c'est vraiment très important. Lorsqu'on arrive devant une juridiction, on ne peut pas simplement dire « je viens, je demande des dommages et intérêts ». Il faut former une demande chiffrée. Ensuite, le tribunal va décider, effectivement. Il y a, dans des juridictions, généralement, il y a des barèmes. Il y a un barème plus ou moins officiel en fait, qui existe et qui est aussi adapté en fonction des spécificités locales, de la jurisprudence de chaque juridiction. Voilà. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le tribunal, sur les intérêts civils, ne pourra jamais aller au-dessus de ce qui est demandé. Il pourra aller soit au maximum demandé, soit en deçà. Ce qui n'est pas le cas pour le coup de la condamnation pénale. Au niveau pénal, la loi définit le quantum maximum. Donc là, c'était 5 ans, si j'ai bien noté l'infraction pénale qui était encourue. Le tribunal n'aurait pas pu aller au-delà de 5 ans. En revanche, ce qui était requis par le procureur était une indication. Le procureur indique ce qui est pour lui la peine la plus juste et adaptée. Le tribunal, lui, peut aller au-dessus comme il peut aller en dessous. Voilà. Et dans le maximum, toujours, de la peine qui est fixée par le code pénal, qui là était 5 ans. Merci. Alors, on ne peut pas s'empêcher de poser la question suivante, c'est et si, finalement, à la barre, c'était un enseignant? C'est-à-dire, est-ce que c'est la même sévérité? Comment ça se passe quand c'est effectivement un personnel? Quand je dis un enseignant, ça peut être un personnel de l'éducation qui se retrouve justement accusé à la barre. Est-ce que d'abord ça existe en Polynésie et comment fonctionne? Est-ce que c'est le même fonctionnement, simplement? Fonctionnement, il faut quand même savoir que lorsque c'est un enseignant qui est mis en cause, les enquêtes sont très poussées. Effectivement, très régulièrement, on sollicite au niveau du parquet l'accès à la procédure disciplinaire qui a été mise en place. On demande l'audition, là pour le coup, de nombreux des collègues, des personnels de l'établissement, du directeur de l'établissement, que ce soit au niveau primaire, collège, au lycée. Généralement, on va aussi voir pour faire entendre au niveau du rectorat. Donc voilà, on va vraiment essayer de creuser pour comprendre l'environnement. Est-ce qu'il y avait déjà eu des antécédents ou pas? Des choses qui ressortaient de son dossier administratif. Voilà, on va vraiment regarder de manière très large. Au niveau des victimes, c'est pareil. On va vérifier s'il y a une ou plusieurs victimes pour vérifier l'étendue de la gravité des faits qui ont été commis. Et là encore, est-ce que c'était un comportement isolé ou un comportement habituel de l'enseignant? Donc, soit ça va être des procédures qui vont être un peu plus longues et qui parfois peuvent passer d'ailleurs, même si on n'est pas sur des faits criminels, par une information judiciaire, surtout s'il y a de nombreuses victimes. Si les victimes sont en nombre mesuré, on sera sur une procédure purement parquet, donc une enquête préliminaire du coup, et qui pourront passer, non pas forcément en comparution immédiate, mais avec effectivement peut-être des mesures de sûreté, donc une présentation devant le procureur, une convocation à délai rapproché, mais pas forcément à l'issue de la garde à vue, et avec souvent ce qu'on a comme mesure de sûreté, un contrôle judiciaire, et qui peut prévoir une interdiction d'exercer. En attendant le jugement, sachant qu'au moment du jugement pourra être prononcée aussi une interdiction d'exercer en fonction de la durée qui est prévue par le code pénal au vu de l'infraction qui est commise. Il y a dans ce cadre-là une obligation de communication de l'autorité judiciaire à l'égard de l'éducation nationale. Dès lors qu'il y a c'est obligatoire pour toutes les infractions en matière sexuelle et c'est facultatif pour les autres, mais effectivement, au travers de ce qu'on appelle le référent éducation nationale au sein de la justice, il va informer le référent justice au sein de l'éducation nationale des poursuites qui sont mises en place, et notamment lorsqu'il y a des contrôles judiciaires avec interdiction d'exercer, pour qu'ils puissent prendre à leur niveau aussi les mesures au niveau disciplinaire et les conséquences aussi au niveau de la gestion financière notamment. Et avec un suivi, pour le coup, entre le référent, avec l'obligation aussi d'informer au moment de la phase de condamnation.
Et effectivement, il faut savoir qu'en Polynésie, il y a eu plusieurs affaires récemment. Il y a 3 ou 4 affaires récemment qui ont par ailleurs été médiatisées. Et c'est une réalité. Et là, on ne parle pas de plaintes récursives de parents d'élèves mécontents. Voilà, c'est vraiment des faits de violence ou d'actes sexuels qui ont été commis par un enseignant à l'égard d'un ou plusieurs élèves. Monsieur le secrétaire général, dans ce cadre-là, il y a aussi une procédure disciplinaire à parallèle, comme l'a dit Madame le substitut. Oui, bien sûr. Dès que les autorités du pays, d'abord, les services de la DG2E, ont connaissance via les établissements de faits qui sont répréhensibles, eh bien, une procédure disciplinaire est initiée. Et alors, compte tenu de la répartition des compétences et du statut des enseignants, en lien avec les services de la DG2E, une procédure disciplinaire est mise en route qui peut aboutir à un conseil de discipline en fonction du corps auquel appartiennent les enseignants, peut être au niveau local, c'est-à-dire présidé par le vice-recteur, ou bien au niveau national par le ministre ou son représentant. Ce sont des procédures distinctes. Compte tenu des faits, ça peut aboutir, la sanction la plus grave étant la radiation des cadres pour un enseignant, et la sanction la moins grave, un avertissement. Donc c'est une mini-procédure judiciaire, et en Polynésie, elle se fait entre les 2 institutions et les services de la DG2E et les services du vice-rectorat. Merci beaucoup. Alors il arrive le temps des questions des internautes, donc après le jingle. Donc vous voyez à l'écran la première question. Est-ce que tous les professeurs ont participé à l'accompagnement de ce jeune? On a l'impression que le CPE est seul en charge. Alors sans reprendre le détail de cette affaire, peut-être que monsieur le directeur général peut nous expliquer, rappeler quels sont justement tous les interlocuteurs possibles pour que ce jeune puisse éviter d'avoir ces attitudes. Bien sûr, la première des réponses, elle doit se trouver chez les enseignants. Qu'il s'agisse de rappeler à l'ordre l'élève ou qu'il s'agisse de l'accompagner s'il a besoin d'accompagnement, s'il est victime par exemple. Il faut rappeler que parmi les missions des enseignants, il y a la mission d'être un éducateur dans tout ce que cela peut impliquer. Ensuite, dans l'établissement, il y a un certain nombre de professionnels et qui sont capables d'entendre des choses qui peuvent être compliquées. Alors bien sûr, le conseiller principal d'éducation, mais au-delà aussi, l'infirmier ou l'infirmière scolaire, l'assistante sociale, le médecin scolaire sont aussi des interlocuteurs importants. Je pense ici aux enfants, aux adultes, aux adolescents, qui sont victimes. Mais la première réponse, elle est forcément du côté de l'enseignant. Merci. La deuxième question posée par les internautes. Y a-t-il un groupe académique climat scolaire en Polynésie française qui pourrait accompagner les équipes dans certains établissements? Prévention des violences, formation enseignants. Il y a un groupe qui se réunit régulièrement et il y a aussi des interventions qui peuvent se faire dans les établissements en fonction de situations. Des établissements peuvent avoir des besoins d'appui et il y a la possibilité donc d'avoir cet appui. Et le groupe qui se réunit est toujours un groupe bipartite entre le service du vice-rectorat, les inspecteurs pédagogiques régionaux et puis la DG2E, en particulier son service de la division des élèves et des établissements. S'il y en a qui veulent réagir à cette... Non, troisième question. Alors, quelle est la procédure pour signaler? Alors, peut-être qu'il faudrait faire les deux champs, c'est-à-dire quelle procédure pour signaler côté justice. Donc, je vous laisse la parole et après, côté... La plus directe pour les personnes, c'est de déposer plainte. Et après, ça dépend des protocoles qui existent au sein des ressorts. Concernant la Polynésie française, il existe un protocole de signalement des infractions commises par les mineurs, par les élèves au sein de l'établissement scolaire. C'est une fiche qui est envoyée sur l'adresse mail de la permanence du parquet, ce qui permet justement de favoriser le suivi de ces procédures et que le parquet puisse s'assurer d'une certaine célérité dans la prise en charge de ces procédures avec une réponse rapide. Ça n'existe pas, ce protocole concerne que les mineurs, ne concerne pas les parents d'élèves, mais le premier biais surtout, c'est lorsqu'un enseignant ou un personnel est victime, le dépôt de plainte. Et par ailleurs, il peut aussi écrire au procureur de la République. Monsieur le directeur.
Parallèle, bien évidemment, et en respectant la voie hiérarchique, tout personnel qui est victime, dans le cadre de son travail, doit faire remonter, est invité à faire remonter le plus rapidement possible à l'autorité, à la DG2E, mais aussi il peut le faire bien évidemment auprès du vice-rectorat du fait du statut de fonctionnaire d'État mis à disposition de la Polynésie. Et donc le moyen, c'est la remontée par la voie hiérarchique, à savoir le chef d'établissement dans le second degré, l'inspecteur de l'éducation nationale dans le premier degré. Je vous remercie donc pour ces précisions. Il est intéressant aussi de pouvoir se référer à un certain nombre de ressources qui apparaissent, notamment le site de l'Autonome de Solidarité qui contient un certain nombre de podcasts, un certain nombre de vidéos. Et vous aurez aussi la possibilité de retrouver l'ensemble de cette table ronde sur la chaîne YouTube de la DG2E dans quelques jours. Comme ça, vous pourrez le revisionner ou les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre cet après-midi vont pouvoir le revisionner. Nous arrivons au terme de ces échanges, non sans remercier chacun de vous, Madame le substitut, pour votre présence, votre disponibilité, Monsieur le bâtonnier, qui est de quelques jours en Polynésie, pour à la fois votre présence, vos interventions, mais aussi de nous avoir permis de travailler à travers cet outil qui est très intéressant et qui, je sais, pourra être réutilisé dans le cadre des formations. Monsieur le secrétaire général du vice-rectorat, merci beaucoup. Monsieur le directeur général. Et j'espère que nous pourrons réitérer ces tables rondes sur d'autres thèmes. Et bonne fin de journée à vous. Merci à vous.